Oui, ce problème, il se retrouve partout. C'est vrai de plusieurs manières, de différentes manières. Nous, en Afrique, les obstacles sont nombreux pour les femmes, pour la participation des femmes en politique. Vous avez d'abord des stéréotypes dans le monde où nous vivons. La société, la vie de la société compte beaucoup et la société n'est pas très favorable à la participation des femmes en politique parce que, disent-ils, d'après leur avis, lorsqu'on est en politique, on ne vit plus dans sa maison. Et tout le monde voit beaucoup plus la femme dans sa maison qu'ailleurs. Donc, c'est ça des stéréotypes. Et puis, ils se disent c'est une affaire des hommes, pour plusieurs autres raisons que je ne peux pas expliquer, que la politique, c'est une affaire des hommes, pas une affaire des femmes. C'est vrai que dans certains milieux, c'est un peu très dur. Très dur dans la mesure où il y en a qui vont même jusqu'à l'agression physique. Moi, j'en ai subi, mais il ne faut pas se décourager. Et il y a ce manque aussi de moyens chez les femmes, parce que les campagnes électorales et autres participations en politique, ça coûte assez cher. Et il n'y a pas un budget qui est alloué aux femmes. Donc il faut se battre pour trouver des moyens, ce qui n'est pas évident. Donc j'ai été confrontée un peu à tous ces problèmes. Et avec le courage, j'y suis allée et je continue jusqu'à présent dans plusieurs domaines. Au niveau de l'Assemblée, il y a plusieurs fonctions qui me sont confiées. Au niveau de l'Assemblée parlementaire aussi, où je siège depuis une quinzaine d'années et où j'ai occupé les postes de vice-présidente, de présidente, ainsi de suite, puisque c'est un poste rotatif. Et on est un bureau collégial de chaque représentant de continent, les 4 continents où se trouvent les pays francophones. Et nous nous relayons. Voilà un peu ce qui se fait, mais les obstacles, il y en a beaucoup. Mais il faut simplement surmonter et avancer. Voilà. Pour la parité femmes-hommes, notre code électoral, qui est voté au niveau de l'Assemblée, favorise déjà la participation des femmes dans les listes électorales. Et il y a aussi une volonté politique, parce que rien ne se fait sans cette volonté, qui a voulu, le chef de l'État de mon pays, a prescrit qu'une liste qui n'a pas au moins une femme, si c'est une liste de 3, et que cette liste ne soit pas reçue. Ce n'est pas des pénalités, parce que les partis politiques attendaient qu'on donne des pénalités. Bon, ils vont payer, ils passent. Mais il s'est dit non, la liste est annulée, elle n'est pas acceptée. Donc tout le monde a fait des efforts d'avoir des femmes sur les listes, de peur de voir leur liste déclassée, ne pas être acceptée. Et voilà, on s'est retrouvé à 33% de femmes à l'Assemblée. Et bon, depuis 3 mandats où je suis là, ça a quand même évolué. Parce qu'au premier mandat, on était à 25, à 18. Après, on s'est retrouvé à 25. Et maintenant, on est à 66.
ce qui a eu l'effet de ce code électoral a été vraiment fructueux pour nous, a été favorable pour les femmes. Maintenant, en ce qui concerne les actes de naissance, comme j'ai eu à l'expliquer tout à l'heure, on se préoccupe. Il y a une commission spécialement au niveau de l'Assemblée, c'est la commission des lois constitutionnelles et des droits de l'homme, qui se préoccupe de ces enfants, qu'on peut dire apatrides, qui n'ont pas d'acte. Et il travaille en accord avec le bureau des actes de naissance qui s'occupe de cette partie. Et puis nous avons des actions personnelles des parlementaires qui peuvent aller sur le terrain pour favoriser l'inscription dans l'établissement des actes de naissance. Et au niveau de la francophonie, nous avons aussi eu à faire un plaidoyer. Actuellement, la francophonie aide à l'établissement des actes de naissance en donnant un financement. Bon, vous savez que le Parlement n'est pas un exécutif. Lorsque ce financement arrive, même si c'est le Parlement qui a eu à mener l'action, c'est l'exécutif qui s'occupe en fait de cette action. Donc je peux dire que le Parlement camerounais s'occupe et surtout que nous sommes préoccupés par ces enfants. L'année passée, nous avons eu dire qu'il y avait une région où 8000 enfants n'ont pas pu faire le certificat d'études primaires, de fin d'études primaires, parce qu'ils s'inscrivent, les parents les inscrivent à l'école, ils n'ont pas d'acte. Et quand arrive le moment de faire le premier examen officiel, ils ne peuvent pas faire le dossier. Et voilà des enfants qui se retrouvent, surtout des filles qu'on envoie à mariage précocement parce qu'elles ne peuvent pas continuer les études, elles vont à mariage à 10 ans, à 12 ans. Là, il faudra au niveau multilatéral qu'il y ait une sensibilisation sur la digitalisation de l'état civil, c'est-à-dire l'informatisation du système de l'état civil, parce que ça au moins ça permet de conserver mieux, parce qu'on a même le problème de conservation dans nos pays, ces registres où après on ne retrouve pas d'actes établis. Et ça permet aussi de ne pas alourdir les procédures. Bon, maintenant, il y a un problème, surtout dans nos pays, que nous connaissons bien, c'est les naissances qui sont faites loin des centres d'état civil. Parce qu'il y a ces naissances, quelqu'un accouche à 50 km, le centre d'état civil est loin, et l'enfant, tu ne peux pas le porter pour l'amener, tu le gardes, et puis 3 mois après, tu reviens, quelque temps après, je veux dire, on te dit non, tu payes un certain montant dans ces enregistrements, ça devient un jugement supplétif, il faut au moins 50 €. Et 50 €, quand on sait que les pays dans lesquels nous vivons, dans les zones rurales, 50 €, ça ne court pas les rues. Donc, du coup, le parent, il laisse parce qu'il n'a pas 50 € pour faire un acte de naissance. Il a peut-être 50 € pour nourrir 6 enfants. Une famille de 6 plus d'autres personnes, au moins 10 personnes. Donc, on se retrouve là, bloqué, pas parce que les gens ne veulent pas, mais parce que les gens ne peuvent pas. Donc, lorsque il y a des outils pour favoriser ne serait-ce que l'enregistrement au niveau des villages, c'est-à-dire que même si quelqu'un accouche chez lui, parce qu'il y a des accouchements qui se font à domicile, ils vont pas, c'est des réalités, même si quelqu'un accouche à la maison, que le chef de ce village puisse enregistrer l'acte de naissance. À un moment, nous avons plaidoyé pour, il y avait quelqu'un qui avait organisé, qui avait inventé un bracelet
bracelet qui est relié au centre d'état civil. Et on avait encouragé, par exemple, l'utilisation de ce bracelet. On donnerait des bracelets au chef de village. Et lorsqu'un enfant naît, on lui met ce bracelet et ça enregistre automatiquement ne serait-ce que le tic-tac que, voilà, une nouvelle personne est née. Et ça ouvre une fenêtre où, sur son téléphone, le chef peut enregistrer le nom et tout. Donc voilà un peu le genre de plaidoyer, si vous voulez, qu'on peut faire. Parce que concrètement, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. J'avoue aussi qu'il y a des gens, comme j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, les mariages qui ne sont pas enregistrés. Donc lorsqu'un enfant naît d'un mariage inconnu, je peux dire civilement si vous voulez, les parents, ils ne vont pas enregistrer. Lorsqu'ils vont enregistrer l'enfant, on demande qui est le père. Et le père dit c'est moi. Bon, la mère, on ne doute jamais. Le père dit c'est moi, mais lorsqu'on demande où est l'acte de mariage, il n'y en a pas. Donc, ça bloque. C'est un peu les éléments bloquants. Et il faut comme ça aller au fond de ce problème en commençant par là, en favorisant déjà les mariages, pas en concubinage si vous voulez, mais des mariages légaux. Et c'est des actions que nous menons au niveau des mairies, au niveau, bon, lorsque nous pouvons, nous y allons en favorisant un peu ça, ces mariages collectifs, si vous voulez.